Hola, buenos días, bienvenue sur Pix Plus Sport. Je parle espagnol puisque dans quelques jours, c'est le grand départ de la grande boucle avec un départ évidemment à Barcelone. Hola, ¿qué tal? On a une fameuse équipe aujourd'hui avec Tom Paco. Salut Tom. Salut Gordon, bonjour Gérard, bonjour Fred. Ah bah, tu les présentes à ma Bah oui. place. Bah oui, bah, allons-y, c'est clair. Ils sont muy caliente. De toute façon, ils sont prêts pour nous parler du tour, bien sûr. Ça va, Gérard, la forme? Oui, très bien, très bien. Bonjour à tous. T'as mis le maillot vert un petit peu comme moi. On va parler oui, de. c'est le maillot, nouvelle couleur du maillot vert. Ouais, c'est vrai. Il est un peu plus à jour que le mien, ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai mis un petit vert, mais il ressemble. Ouais. Oui. On est plus ou moins dans la même ton, Ouais. Gérard, évidemment, puisqu'on va parler bien sûr de nos chances belges sur la prochaine grande boucle. Et évidemment, on va devoir compter sur nos sprinteurs, n'est-ce pas, notre cher Frédéric Morizon. Tom Paco en rose, ça c'est Giro complètement hors sujet. Le bleu, il n'y a rien non plus au niveau du Tour de France, Fred. Pas que je sache, en tout cas. Bonjour les amis. Le ciel sera bleu. Le ciel bleu. On risque d'avoir de nouveau de la chaleur, comme c'est le cas depuis quelques temps en Belgique. Et je vous trouve particulièrement chaud pour commencer cette émission. Bah, je l'ai dit, muy caliente. Vous savez que quand on part en Espagne, moi je suis toujours partant, les gars, je suis de la partie. Mais on va d'abord rester un petit peu en Belgique. Un petit point aussi sur l'été qui sera exceptionnel sur Pix Plus Sport. Hein. Il sera bleu aussi, il sera noir, jaune, rouge. On ira un peu partout. On ira en Espagne aussi avec la première date, ce sera du 8 au 12 juillet. Hein. On sera du côté du Tour d'Autriche. On aura ensuite le Tour de Belgique, version féminin, le Baloise Belgium Tour avec du 15 au 19, Frédéric Morizon avec James Odvart, un beau programme aussi. Tour de Burgos, malheureusement, cette année sans ma présence sur place, pour des raisons que je ne vais pas expliquer, mais 5 août au 9 août, et puis un mois d'août, Frédéric qui va être Tony Truant avec l'Arctic Race Norvège, l'Egmont Cycling Race, Tour de Tchéquie, Tour de Grande-Bretagne, on aura le Tour d'Allemagne et également des courses pour jeunes au programme. Je suis obligé de regarder ma liste parce qu'il y a trop de courses sur les antennes de Pix Plus Sport, c'est la chaîne des spécialistes. On sait que le Tour de France est un petit peu la course du grand public, mais sur Pix Plus Sport, on en aura pour tous les goûts, Fred. Tous les jours, quasiment. Et si vous ajoutez encore à ça l'événement, ou en tout cas la discipline qui devient vraiment phare, avec du gravel, qui sera également disputé sur des épreuves en Belgique, hyper important. Donc oui, il y aura vraiment pour tout le monde pour s'amuser pendant ces mois de juillet et août à côté du Tour de France. Bon, évidemment, messieurs, quand on parle Tour de France, ça veut dire qu'on a eu droit à nos championnats nationaux. C'était hier, puisqu'on enregistre ce lundi, avec 2 victoires, que ce soit sur le chrono et la course en ligne, qui ont été un petit peu controversées par rapport à l'absence de certains candidats. Bien sûr, ça fait partie du thème par rapport à ces championnats nationaux. Alex Segard s'impose sur le contre-la-montre. Et puis, Tom, la victoire d'un Rune-Regauz. Alors en off, on s'est posé la question, on s'est dit ouais, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'absences. Est-ce que cette course ne manque pas un petit peu de pertinence? Finalement, on a eu droit à une course qui a été la plus belle, peut-être le plus beau championnat de Belgique depuis certaines années. Comme tu le dis, moi j'ai vraiment adoré regarder cette course qui a été indécise vraiment jusqu'au bout avec un vainqueur inattendu. Mais voilà, pour avoir partagé plusieurs fois la chambre avec Rune-Regauz durant mes années professionnelles, eh ben, un coureur professionnel, c'est vraiment ce qu'est Rune-Regauz. Il est méticuleux sur tout. Il prépare chaque fois ses objectifs d'une manière qui est incroyable. Je me rappelle, pour tous ses chronos, il va vraiment regarder chaque virage sur Google Maps pour voir comment prendre quelle ligne. C'est un coureur vraiment qui porte tout le nom d'un cycliste professionnel, et pour ça, il mérite vraiment ce qui lui est arrivé hier. Ouais. Ouais, un scénario tout de même étrange, hein. Messieurs, on l'a dit, il y a eu des absences, on y reviendra. On reste focalisé sur la course. Gérard, vous étiez tout près de ces coureurs, du côté de Brascade, vous étiez sur place. Que s'est-il passé là avec les équipes des grands favoris qui ont laissé partir des garçons redoutables, avec, je pense par exemple pour les équipes des grands favoris, hein, l'équipe Lotto, l'équipe Soudal Quick-Step, l'équipe Alpecin aussi, on est parti à l'avant avec pas spécialement les coureurs attendus. On a fait des erreurs, Gérard? Je pense que le plus fort et le plus malin a gagné, tout d'abord sans avoir d'équipe autour de lui, puisqu'il n'y avait jamais que Florian Vermeers qui était présent. Mais qu'au-delà de ça, les équipes belges et les 3 grandes formations, Lotto, Intermarché, Alpecin, Première Tech et forcément Soudal Quick-Step, sont passés complètement à côté de leur course. Je pense que les directeurs sportifs aujourd'hui ont une grande responsabilité dans ce qui s'est passé hier. Alors, quand on a un groupe de plus de 30 coureurs qui sort, on doit quand même se poser des questions. Qui est devant? Si vous mettez devant automatiquement le premier ou le dernier poisson pilote,
des fameux sprinters qui doivent finir la course et essayer d'en découdre pour avoir le maillot national, il y a déjà un premier problème. Si vous laissez aller les choses et qu'un deuxième groupe sort avec de nouveau presque 30 coureurs et que vos leaders ne sont pas là, il faut quand même se poser des questions. Alors, ils se sont amusés à se saborder eux-mêmes, je n'en sais rien. Est-ce que le maillot tricolore a encore une vraie valeur pour des équipes belges? Je me pose quand même la question. Fred, on a vécu ensemble quand même Tessenderlo, je pense, où on avait attaqué dès le départ, effectivement, à la demande de Tom Stales qui va chercher le maillot. Mais c'est impayable pour une équipe belge, un maillot comme celui-là. Comment expliquer ce désintérêt alors Moi, hier, je n'ai pas compris et j'ai râlé pendant tout mon reportage sur la RTBF parce que manifestement, il s'est passé des choses qu'on ne comprend pas. Quand vous avez un groupe de 60 coureurs qui cassent en 2 parties et que vous avez pendant, je vais dire, 30 km un groupe qui se bat pour rentrer et qui reste à 30-35 secondes, on se rend bien compte qu'ils ne vont plus rentrer. Et tous ces coureurs-là ne servent à rien. Or, chaque fois, dans ce deuxième groupe, il y avait 3 ou 4 équipiers des fameux sprinters pour lesquels on avait créé le championnat. Le championnat, c'était fait pour qu'un sprinter gagne. Les sprinters n'ont pas gagné. C'est un gars qui a été champion de Belgique de poursuite en 2019, je pense, qui vient tout seul gagner. Il y a 3 pistiers en fait devant. Oui. C'est ça qui est fou. Hein. Oui, 3 pistiers avec Fabio Van den Bosch et Jonas Rickaert. Hein. Oui. Le moins bon sprinter des 3 a roulé tout le monde dans la farine. Et on en discutait. Forcément que le dupe dans cette histoire des 10 dans la finale, c'est Thibaut Nys. On savait bien que Thibaut avait beaucoup de fraîcheur, que s'il vient à 10, il va être champion de Belgique, mais qu'il devrait aller chercher tout le monde. Et ce n'était pas possible. Ouais, et ce que je n'ai pas compris, pour en terminer, c'est le fait qu'à 70 km de l'arrivée, on a d'autres coureurs qui n'appartiennent pas à ces 3 grands groupes qu'on a cités qui se mettent à rouler. Et en 9 km, ils reprennent 1 minute. Ça veut dire qu'il y a encore une chance pour les sprinters. Il y avait quand même des possibilités, ouais. Mais que ce sont tous de grands directeurs sportifs qui vont faire des grandes courses d'un jour, mais qui n'ont jamais vécu ce qui se passait dans une kermesse. Et hier, c'était une kermesse, en fait. Ouais, donc c'était fidèle, finalement, à cette racine belge des courses. Hein. On a terminé avec une épreuve, vraiment, pour des coureurs de kermesse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais opté sur un Lionel Tamigno, parce que souvent, dans ces petites courses-là, il sait toujours tirer son épingle du jeu. Bon, finalement, Tom, Lio, il a été chercher quand même une belle 6e place, mais c'est vrai qu'il a fait une belle course. Fred, on parle du championnat de Belgique, de ce désintérêt. Ça a été le cas aussi un petit peu en France, même si en France, on a pu avoir un vrai vainqueur. Hein. C'était quand même un des grands favoris annoncés qui s'est imposé, Romain Grégoire. Dans les autres pays, c'est également des surprises. Hein. Il n'y a pas qu'en Belgique où on a vu un Regots, un Kelderman aux Pays-Bas. L'Italie, bien sûr, avec Milan, c'était attendu, mais un petit peu partout, Fred, ces championnats nationaux ont été un petit peu surprenants. Oui, dans pas mal de pays. C'est vrai qu'on a eu des vainqueurs relativement surprises. On ne restera pas dans une année grand cru, comme on parle, au niveau des maillots nationaux, qu'on verra soit sur le Tour de France, soit sur la suite de la saison, ce qui fait finalement une beauté par rapport à une épreuve d'un maillot de champion national. On dit toujours que c'est la plus grande kermesse de l'année, où on retrouve uniquement les coureurs du pays. Si je reviens par rapport à l'épreuve hier du côté de Brascat, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'était en mode kermesse, ça a roulé full gaz, 240 km, plus de 49 km/h de moyenne. Ça veut quand même dire que le rythme était très, très important. Mais c'est un petit peu déjà les cadeaux de vacances, j'ai envie de dire. Ouais. Dans les 3 gros blocs qu'on avait annoncés, on peut constater que ce sont des équipiers qui étaient à l'avant. Et on s'est presque mis en mode, ouais, c'est bon, on va essayer une fois de faire plaisir. Donc on fait plaisir sur un championnat national. Frère. Moi, j'ai eu cette impression qu'on a fait du marquage entre les plus sprinters qui étaient annoncés, Meus, Philipsen et Merlier. Et on a mis un équipier numéro 1 de Philipsen avec Rickaert. On avait Van den Bosch, coureur de la piste, mais qui roule à plat, qu'on avait mis devant avec 2 ou 3 coéquipiers. Et on s'est dit, voilà, on a mis le boulot, on en a mis devant. Même chose chez Lotto. Alors qu'Arnaud Delis, sur le papier, était certainement quand même celui qui pouvait ambitionner de relancer sa saison avec 3 ou 4 coureurs. Et à la fin, on sort sans rien. On a joué sur la quantité, de donner une opportunité à d'autres. Et c'est un coureur, certes, avec de la qualité, ça ne remettra pas en doute
sa victoire parce qu'il était le plus fort de ce groupe de devant. À chaque fois, il n'était pas avec, il revenait quasiment seul, demander à Louis Vervac, qui est resté planté à 100 mètres, de revenir sur le groupe. Donc c'était du très très bon Herregot, mais ça n'est pas logique que sur un parcours plat de 240 km, une équipe où on a avec 2 au départ puisse s'imposer par rapport au groupe très très important. Donc au niveau stratégie, on aurait dû trouver quand même une collaboration plus importante et devenir avec les meilleurs dans la dernière ligne droite. Et ce qui m'embête un petit peu plus, même si Herregot, comme dit Tom, un super gars, hyper talentueux, mais moi, ça me toujours ce petit manque, c'est de ne pas avoir le maillot noir, jaune, rouge, et bien sûr les prochaines routes du Tour de France, parce que c'est quand même un cachet supplémentaire par rapport à notre nation. Ouais, c'est vrai que ça aurait été chouette d'avoir un Jonas Rickaert, par exemple, qui semblait plus costaud dans un sprint aussi à 3 comme cela. On aurait aimé le voir emmener les sprints avec son beau noir, jaune, rouge pour aider Jasper Philipsen. Je voudrais terminer rapidement avec ce petit débat. 140 coureurs au départ sur la course masculine, si je ne me trompe pas. On est sur un championnat de Belgique, on a parlé des intérêts, de cadeaux carrément offerts à des garçons qui se donnent toute l'année. Comment on peut expliquer, comment on peut trouver une solution aussi par rapport à cela? On rappelle que dans plein d'autres pays, il n'y a pas d'obligation de participer au championnat de Belgique. Le championnat de Belgique, les personnes qui ne viennent pas donnent un certificat et c'est réglé. Comment faire pour faire en sorte que les organisateurs aussi, lorsqu'ils payent pour accueillir un championnat de Belgique, puissent vraiment recevoir 100% de ce qui avait été prévu au départ? Moi, je trouve que évidemment c'est dommageable pour tout le monde, mais en fait, c'est devenu trop facile pour les coureurs et pour les équipes de rendre un certificat. Et après, on n'est pas obligé de participer alors qu'on peut simuler, soi-disant, un petit rhume, une petite maladie. Je trouve que voilà, il devrait y avoir plus de contrôle là-dessus pour vraiment justifier une absence plutôt que de demander au médecin de l'équipe de rendre un bête certificat d'un rhume pour 2 jours, quoi. Fred, en pleine période de Coupe du Monde, je vais passer le sifflet à Gérard, parce que ça c'est son dada, hein. Je sais, Gérard, que ça te dérange. Ça te dérange quand même beaucoup et qu'on doit pouvoir trouver d'autres solutions pour pouvoir régler ce souci, parce que ça devient problématique. C'est un aveu d'impuissance de nos fédérations, en fait. Si le règlement existe, il faut l'appliquer. Et je pars du principe qu'on a certains jeunes qui ne participent pas au championnat de Wallonie, qui ne participent pas au championnat de Belgique, ils sont automatiquement suspendus pendant 8 jours. Est-ce que les grands coureurs ne sont pas des modèles pour les jeunes? Pas toujours de bons modèles, mais dans ce cas-là, s'il y a un règlement, il faut l'appliquer. Et je me dis, on a Segard qui gagne Au chrono. le chrono. Pour moi, c'est une très très belle victoire. C'est un retour sur sa carrière, en fait. Et je me dis que, est-ce que si au championnat du monde et Evenepoel et Van Aert sont en grande forme, on va laisser Segard à la maison, qui, lui, va décrocher le maillot? Et ceux qui ne sont pas là ont tort. Les absents, pour moi, ont toujours tort. Et il faut les sanctionner. Donc on pourrait imaginer une solution. Segard et Van Mechelen au championnat du monde. Les champions nationaux avec un ticket distribué. Je trouve que c'est un minimum. Ouais. Ou alors, simplement le fait de se dire, si tu n'as pas participé aux championnats nationaux, tu ne viendras pas au championnat du monde. Le seul souci, Gordon, c'est qu'on n'est plus... On pourrait imaginer et faire des suppositions dans tous les sens idées, et de dire, c'est bien. Malheureusement, la réalité du terrain sera complètement autre. Quand on va aller sur un championnat du monde, là, tout le monde veut y aller. La fédération nationale va prendre ses meilleurs coureurs. Il y a tout simplement une chose, c'est qu'on n'a plus finalement cette ambition d'aller avant un championnat de Belgique. On retrouvait tous les meilleurs coureurs parce qu'aller chercher un maillot national, peu importe le pays, c'était un devoir d'y être. On ne se posait pas la question, oui, certificat ou pas. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus les coureurs qui choisissent leur calendrier. Ce sont les équipes et les entraîneurs. Ouais. Et on est tellement devenu dans un mode Tour de France ou les grands rendez-vous, des courses très ciblées, énormément de repos, énormément de stages, et on ne va plus sur des courses qu'on appellera moins importantes. Et ça, malheureusement, en 2026 et pour la suite, vous ne changerez plus jamais ce scénario, hormis de dire est-ce que les championnats nationaux ne devraient peut-être pas être décalés à une autre période, mais on trouvera d'autres excuses, parce que là on dira oui, c'était après la période des classiques, donc on va être en période de repos, ici c'est avant le Tour de France, donc je crains qu'on n'ait pas beaucoup de solutions par rapport à des coureurs de classe mondiale qui feront l'impasse dans pas mal de pays sur ces
championnat. Ouais, j'ai quand même l'impression que de dire non à un maillot de champion de Belgique reste quand même assez problématique pour être tout à fait sain dans cette manière de dire les choses. En tout cas, en France, on aura un très très beau champion de France, Romain Grégoire, pour débuter un Tour de France qui partira donc de Barcelone. Ce sera samedi déjà, on en parle, on est parti dans le vif du sujet. Et j'ai envie de dire, évidemment, que l'on va commencer un débat en mettant finalement la question que tout le monde se pose. Est-ce que Pogacar a déjà gagné d'avance? Je n'aime pas cet intitulé, mais c'est la question qui se pose. On sait que le vélo est parfois rempli de questions, parfois rempli d'événements que l'on ne peut pas contrôler. On ne souhaite jamais de malheur. Mais toujours est-il qu'on a quand même un Pogacar, messieurs, qui a montré qu'il était prêt. Les autres, beaucoup de questionnements. On repasse un petit peu le contexte. Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Paul Sexas est tombé. Visma Lease Bike, grand concurrent annoncé pour Tadej Pogacar en la personne de Jonas Vingegaard, a remporté le Giro. Est-il fatigué ou pas? Ça, c'est la question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas un Wout van Aert pour l'accompagner. Beaucoup d'éléments, messieurs, pour, j'ai envie de dire, appuyer cette réponse qui semble pour beaucoup assez logique de se dire oui, Tadej Pogacar a déjà le Tour de France gagné, sauf que dans le vélo, il n'y a qu'au moment où on franchit la ligne que la victoire est acquise. Messieurs, je vais vous demander, ça va être assez simple, votre podium à tour de rôle dans l'ordre, parce que là, il y a un vrai débat. Là, on peut réfléchir. Certes, on peut imaginer que Pogacar va être très souvent cité parmi les coureurs, ou en tout cas en première position. Mais là où il y a un vrai match, c'est par rapport à ces outsiders, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième place. Énormément d'équipes pour pouvoir se battre, bien sûr, pour la victoire. On commence avec Tom Paco. Le podium dans l'ordre. Pogacar, Sexas, Vingegaard. Là, on a déjà un élément intéressant. Sexas devant Vingegaard. Ça, c'est déjà pour Tom. Fred. Pogacar, Vingegaard, Del Toro. Intéressant aussi, ça. Et donc, le Sexas, il n'est pas dans le top 3 pour toi, Fred? Sur ce que j'ai vu, sans trop aller plus loin, pas pour cette première année par rapport aux 3 coureurs que je viens de citer. Gérard Bulens. C'est la même chose, mais on a vécu longtemps ensemble. Donc, oui, c'est ça. Mais on pourrait ajouter, par exemple, 4 Lipovitz, 5 Evenepoel, 6 Sexas, parce que je n'aurais jamais mis Sexas au Tour cette année-ci, ou je l'aurais fait comme Indurain à une certaine période, la première fois où il a fait, avec une bonne communication en disant, voilà, il va au Tour, il n'a jamais roulé pendant 3 semaines, on va voir ce que ça peut donner, mais il ne va pas pour faire un classement. Il n'y a pas eu de communication. Decathlon a peur de perdre Sexas et met la pression sur Sexas pour avoir un résultat cette année-ci. Ouais, ça fait partie du jeu, effectivement. Et donc, pour continuer ce débat par rapport au Tour de France, on a un superbe parcours avec Barcelone. Retour d'un contre-la-montre, certes par équipe, comme étape d'ouverture, qui peut déjà avoir un rôle à jouer. Pour ouvrir ce débat autour du Tour de France, je vais vous poser la question, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Tadej Pogacar a déjà gagné le Tour de France? Moi, je la tourne d'une autre manière. Comment faire tomber Tadej Pogacar? Et quand je dis faire tomber, évidemment, vous avez compris, c'est pas premier degré. Mais quelles sont les idées, quelles sont les idées créatives que doivent mettre en place ces équipes pour pouvoir aller chercher Tadej Pogacar? Moi, je pense qu'il faut reproduire le scénario de la Jumbo-Visma à l'époque, lorsqu'ils étaient en supériorité numérique avec Roglic et Vingegaard. Donc, c'est clair que la Red Bull Bora a vraiment une grosse pièce à jouer là-dessus avec Evenepoel et Lipovitz. Ce serait important de vraiment les garder dans les rangs de Tadej Pogacar au niveau du classement les premiers jours. Et puis, on ne sait jamais... on en parlait la première semaine, il y a l'étape du Tourmalet avec l'arrivée qui sera certes en montée, mais une montée assez facile. Donc là, ce sera pourquoi pas aussi un joker pour Evenepoel de pouvoir s'épauler sur Lipovitz et pourquoi pas reprendre du temps à un de ces jours-là. Donc pour moi, ça va être vraiment le jeu d'équipe qui va être la pièce maîtresse des équipes rivales à l'équipe Emirati. Et comment, avec cette équipe qui peut être forte ou pas, c'est selon, on va poser la question aussi par rapport à l'équipe Visma Lease Bike qui a été perturbée dans sa préparation. On rappelle qu'on est dimanche à l'heure actuelle au moment où on enregistre. Certaines équipes sont annoncées officiellement, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, Red Bull, donc on est sur du Van Dijk avec Evenepoel, avec Nico Denz, Lipovitz, Cataneo. Ça, c'est vraiment la garde rapprochée. Cataneo de Remco Evenepoel. On a du Tratnik, Maxime Van Gils qui sera là, côté belge. Ça, c'est intéressant aussi.
On sait qu'il s'est préparé avec Remco Evenepoel du côté du Teide et qu'ils vont souvent s'entraîner aussi en Ardennes. Et puis, Jay Hindley, du côté de la formation Red Bull, ça a été validé. Hein. On a posé le petit V. Évidemment, il peut encore y avoir des changements. Mais est-ce suffisant pour rivaliser, pour lancer une deuxième question dans ce débat, est-ce suffisant pour rivaliser côté Red Bull avec l'équipe UAE qui est annoncée? En tout cas, ils ont mis leurs armes les plus intéressantes. On a laissé de côté les sprinteurs, en tout cas. Exactement, j'allais dire, quand vous venez d'énumérer bien les noms, un Jordi Meus qui avait très certainement sa place au vu de sa saison et qui a déjà gagné sur les routes du Tour, c'est qu'on a une extrême confiance en Lipovic et Remco Evenepoel. On met un Jay Hindley, bien, certainement en troisième homme pour les aider longtemps. Mais si on compare au bloc UAE que vous étiez tout à l'heure avec Pogačar notamment, on est quand même dans un autre registre. Et j'ai envie de dire que quand je vois la dernière semaine du Tour de France avec ce qui attend en termes d'ascension de montagne sur les 3 dernières ou 4 dernières étapes, je crains une nouvelle fois que dans la très haute montagne, l'accumulation des cols, on soit trop juste, même avec un budget énorme chez Red Bull Bora par rapport à l'équipe émirée. Gérard, Tadej Pogačar, Isaac Del Toro, Tim Wellens, Brandon McNulty, Adam Yates, Florian Vermeersch, qui a montré déjà qu'en montagne, il pouvait aussi faire du Nils Politt, qui sera là aussi, et Félix Rochhartner. Est-ce qu'il y a une équipe qui peut battre ce collectif? Difficilement, mais comment faire alors? Par rapport à comment on fait, on essaye de faire le mieux possible, mais par rapport à ce que Fred vient de dire, dans la dernière semaine, dans la montagne, il n'y a plus d'équipe, c'est de l'homme à l'homme dans la finale. On s'attend à du Tadej Pogačar style Tour de Suisse qui démarre très tôt et donc finalement des combats un petit peu en mode Battle Royale, 1 contre 1, les meilleurs contre les meilleurs. Si on regarde la deuxième étape, Pogačar, s'il a envie, il peut la gagner. La troisième, plus encore. Mais je pense que le but n'est pas de lancer toutes ses forces dans la bataille sur une course de 3 semaines où il a quand même eu, l'année dernière, on s'en souviendra, suite à un petit accrochage avec une voiture, des difficultés mentalement aussi par rapport à la réaction d'un certain public et d'une certaine presse française qui n'est intéressée par le vélo que sur le Tour pour parler de doping. Je pense que tout ça, on tient en ligne de compte aujourd'hui et que le Tour, on va le prendre en main véritablement la 3e semaine. On a aussi l'expérience chez UAE d'un Giro qui s'est quand même très très mal passé en partant 3 coureurs le 2e jour. On peut avoir un orage, on peut avoir la même chose, on peut avoir changé de pneus aussi. On peut. Et bien évidemment, on touche du bois pour que tout se passe bien pour tous les coureurs, bien évidemment. Mais c'est vrai que dans le vélo, tout peut se passer, bien sûr. L'équipe UAE, donc on l'a dit, comment on va gérer avec un Isaac Del Toro, puisqu'il y a du Tim Wellens, du McNulty, du Yates, par rapport à ce risque qui existe. Isaac Del Toro, c'est le 2e couteau. On parlait de l'équipe Red Bull où on ne sait pas trop se positionner entre Lipovic et Evenepoel. Évidemment, la hiérarchie chez UAE, elle est simple. C'est Pogačar qui est le grand leader. Mais on fonctionne comment avec Del Toro? On le fait participer, on le crame, on le tue pour être la rampe de lancement de Pogačar, ou alors on le garde un petit peu en sécurité? Moi, si j'étais dans la voiture du AE, le choix que je ferais, c'est de laisser électron libre, en fait. Pour faire sa course tout seul? Oui, parce qu'on voit énormément et de plus en plus, que ce soit dans la première semaine ou les premiers 10 jours du Tour, vraiment une échappée au long cours qui prend 5, 6, 7 minutes. Il suffit d'avoir un Isaac Del Toro devant et les autres équipes... si jamais elle n'arrive pas à revenir, ça peut vraiment faire de gros dégâts. Et Pogačar, honnêtement, si Del Toro arrive à prendre 4-5 minutes d'avance, Pogačar a déjà gagné le Tour. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Rien du tout. Tandis que Del Toro, avoir cette pièce-là au classement général, ça peut vraiment lui permettre d'aller très loin. Et vous l'avez dit, si vous le mettez sur le podium, c'est qu'il a clairement, des grosses ambitions aussi en y allant et il a le niveau. Donc, on parle que de Pogačar, mais si Del Toro arrive à prendre un coup d'avance, ce sera difficile de revenir dessus aussi. Ouais, essayons de se projeter également dans un autre scénario où on arrive à l'étape Rennes où il y a encore un petit peu de match avec les Vingegaard, les Sexas. Étape 20, on rappelle, ce sera quand même assez historique aussi avec Croix de Fer, Télégraphe, Galibier, Sarenne, Alpe d'Huez, alors qu'on aura déjà monté l'Alpe d'Huez la veille. Ce sera absolument fou. Imaginons dans un col de ce style, l'équipe UAE qui roule avec Yates, peut-être avec McNulty. La formation Decathlon, la formation Red Bull est présente.
on perd des éléments de l'arrière et Isaac Del Toro est tranquille dans la roue. Est-ce qu'à un moment donné, il peut même envisager une deuxième place sur le classement général? En tout cas, il peut envisager de gagner l'étape, ça c'est sûr. En étant tranquille, je veux dire, regardez ce qui se passe. Dans cette fameuse 20e étape, et au vu de ce qui aura déjà été parcouru entre le contre-la-montre par équipe, un départ très difficile, Tourmalet après 5 ou 6 jours, Markstein et ainsi de suite, les écarts vont être conséquents. La plus grande question par rapport aux grands favoris de cette épreuve, c'est de savoir, lorsqu'il a gagné le récent Tour de Suisse en démonstration, était-il à fond ou pas? Ouais, Sur le Tour de France, il va se donner à fond. Oui. Je ne suis pas persuadé qu'au Tour de Suisse, et pourtant il a écrasé tout le monde et il a mis des écarts énormes, qu'il était à fond. Et donc je crains qu'on va avoir des écarts très très importants. Un Del Toro qui sera là en mode roue de secours parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un incident et en étant 2e, 3e, 4e du général peut retourner la situation. Parce que lui aussi, sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, a été monstrueux. On a parlé de la chute de Sexas, mais avant la chute du Français, on avait quand même un Del Toro qui se baladait et on avait vu que tout était planifié, programmé pour mettre les attaques sur quel col, sur quelle étape pour aller gagner cette épreuve. Donc, au niveau stratégie, on a parlé des récents championnats de Belgique. Au niveau des directeurs sportifs, on a fait certaines erreurs. Il faudrait être bon. Ceux qui vont trouver la bonne stratégie, bonne chance. Vous savez quoi? C'est quoi le plus grand danger finalement pour l'équipe Emirates? On en avait déjà beaucoup parlé l'an dernier sur les routes du Tour de France. C'était un petit peu au niveau mental de Tadej Pogačar de supporter, une telle pression négative. Ici, il va y avoir un élément supplémentaire pour tout le grand public français qui vient une fois par an voir des épreuves cyclistes. C'est que tout le monde imagine que Sexas va faire la rivalité de Tadej Pogačar. Ça va encore si malheureusement, ça se passe à moitié mal, ou en tout cas un Paul Sexas, ou d'autres qui ne peuvent pas suivre Tadej Pogačar, vous pouvez déjà vous attendre à des huées en permanence, et avoir une pression négative. Et là, ça pourrait peut-être déclencher encore plus cette envie d'avoir un Tadej Pogačar qui dise je suis encore venu, mais je laisserai ça de côté à l'avenir. Légitimement, évidemment, les Français sont derrière Sexas. On a la possibilité, on pense clairement que ce garçon va gagner un Tour de France, même peut-être plusieurs. Certains pensent que ce sera déjà cette année, et évidemment, ils ont le droit d'être optimistes, d'y croire. Mais c'est vrai qu'il risque d'y avoir encore davantage de personnes qui découvrent le vélo via Sexas et qui n'avaient jamais mis un pied dans l'école auparavant. Et même les médias, qui vont venir en permanence, c'est pas normal. Pourquoi a-t-il encore dominé d'une telle manière, de tels écarts? Vous savez, la loi du principe du vélo, si vous êtes trop fort, c'est pas normal. Il y a quelques années, lorsque Jonas Vingegaard a écrasé le Tour de France du côté de Contbloux sur un contre-la-montre, tout le monde remettait en doute les performances du Danois. Donc, il faut s'attendre vraiment à ce côté plus dangereux pour l'équipe Emirates. Et la transition est toute trouvée, puisque quand Vingegaard avait écrasé Pogačar, il y avait un certain Wout van Aert qui avait maillot vert. Gérard explosé tout le monde, y compris Tadej Pogačar, comme quoi les années passent, il a progressé Tadej, mais il y a quand même des possibilités pour le battre. Pour ça, il faut une équipe solide, et je voudrais s'attarder un petit peu sur le cas Van Aert, bien sûr dans un premier temps, et dans un deuxième temps sur la qualité de cette équipe Visma. On a parlé tout à l'heure avec Tom, il va falloir trouver des idées, il va falloir être créatif, jouer la stratégie. L'équipe Jumbo-Visma qu'il citait n'est pas la Visma Lease Bike actuelle. Clairement, on avait du très très solide. On a quand même quelques signaux aussi un petit peu... Van Aert ne sera pas là. 4 coureurs qui enchaînent Giro Tour aussi, avec Piganzoli notamment, très très jeune, qui vient courir le Tour de France pour la première fois. On annonce à Rémi Rail, on sait qu'il peut faire du très très bon travail aussi, mais l'équipe clairement n'est pas celle qui avait pu retourner le Tour de France à l'époque. À quel point, ça c'est ma question, à quel point l'absence de Wout van Aert cause du tort à cette équipe Visma Lease Bike? Non, c'est clair. Vraisemblablement Affini aussi. Exactement, Affini qui est tombé. Un rôle très très prépondérant le premier jour dans ce qui pouvait faire du Wout en fait. Oui, qui pouvait faire du Wout. Y compris sur le chrono de prologue. Il y a un autre élément qu'on ne va pas soulever au niveau sportif, mais il y a le budget pour l'année prochaine. Et ça, vous savez, dans une équipe, quand on sent qu'il y a du flottement, que peut-être l'année prochaine, on va devoir réduire la voilure, Vingegaard, lui, il ne va pas diminuer son salaire, il est là, il a signé, mais les équipiers qui sont autour, on commence à réfléchir, est-ce que je serai encore là? Est-ce qu'il y aura de l'argent pour me payer? Est-ce que ce n'est pas mieux d'aller voir ailleurs? C'est un élément primordial dans une équipe, et là, je pense que Visma, pour l'instant, est mal.
Ouais, sans oublier, hein, d'ailleurs, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais Fred le disait tout à l'heure, le choix des entraîneurs, l'importance des entraîneurs, l'importance du staff dans le cyclisme actuel, le bousculement des staffs pour Visma Ah The ouais. Bike. On ne sait pas ce que ça va donner, mais il y a plus de Nirman, hein, au sein du bateau. C'était lui quand même, le grand architecte du grand succès de ces années-là, des victoires de Vingegaard notamment, sans oublier toutes les personnes qui filent d'un bord à l'autre. Il y a vraiment eu un jeu de chaises musicales entre Lidl Trek, Red Bull et Visma The Bike. Est impliqué également dans ces changements-là Remco Evenepoel, hein, changement d'entraîneur à quelques mois du Tour de France. Tout ça, évidemment, n'est pas très réjouissant par rapport à la possibilité de ces équipes de pouvoir affronter l'équipe UAE. Bah non, on voit qu'au final, l'équipe la plus stable est l'équipe émirati. En fait, Ouais, c'est ça. toute cette valse se fait entre les équipes de la 2e à la 5e place du World Tour. Donc évidemment, avoir une instabilité, une insécurité n'apporte aucune sérénité non plus. Donc c'est vrai que oui, c'est compliqué à ce niveau-là. Maintenant, je pense que, et en étant dans les meilleurs athlètes du monde, je pense que pour les coureurs, les méthodes d'entraînement sont devenues si perfectionnées maintenant qu'elles se rapprochent les unes des autres. Mais c'est clair que renouer une relation avec une nouvelle personne à quelques mois d'un objectif comme celle-là, c'est toujours compliqué. Bon, on espère en tout cas qu'un Remco Evenepoel pourra faire partie de cette balance-là, d'essayer de pouvoir aller chercher quelque chose de bien, un classement général. On sait qu'un podium serait déjà très bien, mais lui a cette mentalité de faire beaucoup mieux. On y croit en tout cas. Mais je voulais lancer encore un autre débat spécialement par rapport à cette possibilité de venir battre, concurrencer l'équipe émirati. 68 jours, c'est le nombre donc de jours sans dossard pour Remco Evenepoel, qui a fait l'impasse sur le Tour de Suisse, sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, auquel il devait normalement participer. La question, elle est volontairement un petit peu provocatrice, mais génie de la préparation ou roulette russe, vous en pensez quoi de la stratégie Remco Evenepoel de venir sur le Tour de France sans avoir couru? J'ai le sentiment que ce n'est pas la décision de Remco, mais que c'est la décision d'un staff, d'une équipe. On constate aujourd'hui qu'on peut venir sur de grandes épreuves sans aucune préparation et être très présent. Et j'ai le sentiment qu'avec ses qualités de coureur contre la montre, l'équipe qui est placée autour de lui, logiquement, je le vois en jaune le premier soir à Barcelone. Okay. Maintenant, par rapport à ces 68 jours, oui, il peut toujours y avoir un facteur qui est négatif à un certain moment, mais ça, on ne peut pas prévoir, en fait. Mais je pense que tout a été fait pour qu'il soit là et que cette stratégie de l'équipe d'avoir pas une seule tête, mais 3 têtes, a bien été pensée. Maintenant, il faut parvenir à faire prendre la mayonnaise. Hein. Ouais, moi, j'ai tendance à dire... C'est ça, j'ai tendance à dire, en tout cas, qu'un Remco Evenepoel discret souvent frappe fort. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu. Réseaux sociaux très discrets aussi. Il est en mode focus. Hein. Un Remco Evenepoel qui se prépare pour un grand objectif. Je ne vais pas vous rappeler les événements, mais c'est quand même du solide. Il est prêt pour ce Tour de France. On peut l'imaginer, Fred. Mais en tout cas, quand on compare à Lipovic ou même à Jane Lay, dans ce trio, c'est pour moi celui qui gagne le plus facilement. Ça, c'est la réalité. Remco, avec sa petite pointe de vitesse qu'il s'est je suis même façonné quelquefois ces surpris derniers temps par aussi. rapport à ce transfert, les ambitions de Remco. Et même si Lipovic a fait un super tour l'an dernier, que pour moi, voilà, la star, le coureur, c'est Remco. On ne va pas remettre en question la haute montagne. Mais j'ai envie de dire que voilà, on a tout mis dans le bon sens. On a zappé le mois de juin, de toute manière, que ce soit en Suisse ou sur l'ancien Dauphiné. Il n'a jamais réalisé de grandes performances. On a été focus, entraînement, stage. N'oubliez pas qu'il a couru énormément, contrairement aux autres, en première partie de saison. Son mois de février était tonitruant. On enchaînait victoire sur victoire et on a fait peut-être trop de courses même à ce moment-là. Par étapes, en ajoutant du Tour des Flandres. En ajoutant UAE, par exemple, une course d'une semaine encore. Donc il y avait, je crois, une nécessité d'arriver un petit peu à se recentrer sur ce fameux Tour de France. C'est pour ça qu'il a été quand même si son manager général dit on l'a engagé pour gagner des courses. Mais derrière gagner des courses, chez Soudal Quick-Step, il en aurait gagné plein. C'était quand même le Tour de France, ce sont les grands tours. C'était une communication un peu maquillée, hein, celle-là. Oui, donc on verra finalement, mais j'ai envie de dire qu'un Tour de France se réussit déjà à partir du moment où on gagne au minimum une étape, voire plus pour un vainqueur comme Remco.
Et si sur le général, il y a une place dans les 5, je crois que ce serait une réussite. La qualité des véritables coureurs de Tour est tellement élevée, ils ont déjà tellement démontré leur performance dans les 3 ou 4 qu'on avait déjà pu citer, que c'est une génération compliquée. C'est du Remco Evenepoel exceptionnel dans son talent de cycliste, qui aurait certainement été un candidat grand favori il y a 20 ans ou 15 ans. Ouais, c'est ça qu'il Mais faut. là, dans cette nouvelle génération, avec les coureurs expérimentés qui ont déjà fait leurs preuves sur ces grands tours, j'espère me tromper pour le cyclisme belge. En tout cas, on aura, en termes de coureurs belges, je crois, une année presque record, Gérard. On est parti sur, à mon avis, au minimum 25 coureurs cette année. Ouais, c'est fou. Hein. Donc, ce sera un Belge parmi d'autres, mais qui est pour le grand public, celui qui fait rêver, je crois. Ouais, d'ailleurs, côté belge, 3e du chrono, Vlad van Mechelen, qui va pouvoir découvrir la grande boucle. Ça, c'était une belle surprise aussi. Bon, il a prouvé dernièrement. Justement, on part d'Espagne. C'est pas du tout mon style. Hein. Vous me connaissez tous. Si vous regardez souvent les émissions, vous savez que je ne suis pas provocateur. Mais en Espagne, on aime bien quand il y a des petites tapas qui piquent un peu. Donc aujourd'hui, volontairement, voilà, je suis un peu piquant. Gérard, je viens d'écouter les propos de Fred. On avait également Gérard tout à l'heure au moment d'énoncer le top 3 qui nous parlait d'un Remco Evenepoel derrière Lipovic, ce qui voudrait dire que dans la hiérarchie, Lipovic serait passé devant. Moi, je viens comme ça avec mon petit... c'est quoi? C'est du chorizo, souvent, en Espagne, qui est utilisé. Hein, bien piquant, bien corsé. C'est fini, les rêves d'une victoire d'un Tour de France pour Remco Evenepoel? Bam, je place ça comme ça. Je pense que ça ne sera jamais fini parce que c'est son objectif primordial. Mais la victoire finale, rapport à la génération dont parle Frédéric, qui est là. Je pense que les capacités physiques en très haute montagne ne se modifient pas énormément, quel que soit l'entraînement qu'on puisse avoir. Ouais. Et là, je pense qu'avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, Remco est un très très bon coureur en montagne. Il a un rythme relativement élevé, mais il y a un cap à passer pour des répétitions d'attaque. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai l'impression qu'il est obligé de rester sur son rythme et qu'il peut rentrer un peu style Almeida, mais quand même plus fort dans la montagne qu'Almeida, qui n'est pas bien pour l'instant d'ailleurs. Ouais. Mais je pense que par rapport à de vrais grimpeurs, dans le style des anciens grimpeurs colombiens comme Herrera et autres, qui pouvaient accélérer 4 ou 5 fois de suite, il y a une limite. Et j'ai le sentiment qu'un Pogačar, qu'un Del Toro, et même qu'un Vingegaard, je vais laisser Sexas de côté parce que je ne voudrais pas qu'on le tue de premier abord. Exactement. Ont plusieurs cartouches dans leur fusil. Ouais, c'est ça. Et Remco est obligé à un certain moment de laisser aller et de rouler à un rythme très très élevé. Et je suis 100% d'accord. Avant la génération Pogačar, je pense que Remco aurait gagné un tour. Mais aujourd'hui, il faudra des circonstances favorables qu'on ne souhaite jamais sportivement, en fait. Ouais, et je crois, et ça je tiens à le dire aussi, je crois que c'est peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver aussi, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on a plein de belles courses aussi sur les antennes de Pix Plus Sport. Le cyclisme ne se résume pas qu'au Tour de France. Et donc, si Remco Evenepoel ne remporte pas de Tour de France, pas de problème. S'il y a Sexas qui arrive, s'il y a les autres coureurs qui arrivent et qui lui empêchent de penser à un Tour de France, alors il ira full sur ce qu'il sait faire de mieux, finalement, les courses d'un jour. Et ça, là, on sait qu'il peut frapper à tout moment aussi, Tom. Est-ce que c'est une bonne chose finalement en fait que la route est un petit peu barrée sur un Tour de France pour lui? Bah oui, moi j'en suis persuadé que Remco, avec son gabarit, avec ses capacités, il peut clairement devenir un des meilleurs coureurs mondiaux sur les courses d'un jour. On le voit. C'est déjà le cas en soi. Oui. Moi je dirais plus d'essayer d'écrire la légende des courses d'un jour en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, quel coureur peut participer pour la première fois au Tour des Flandres et déjà jouer la gagne alors que personne, je pense, ne l'aurait mis à ce niveau-là sur le Tour des Flandres. Donc je pense que cette année et l'année prochaine vont clairement être pour lui une sorte de déclic. Je l'espère parce qu'il peut clairement étoffer son palmarès sur les courses d'un jour. Mais à un moment donné, il va y avoir un choix à faire. Hein. C'est une bonne chose, non, Fred? On apprécie. On apprécie, nous, les courses d'un jour, même si les grands tours, c'est exceptionnel. Mais quand on parle d'aller chercher les monuments, la course finalement poursuite de Tadej Pogačar, d'Eric Dimex, ce qu'a déjà fait Mathieu Van Der Poel, oui,
Parce qu'un Remco, même s'il n'y a pas encore participé, que ce soit un San Remo, on l'a vu cette année autour des Flandres, il n'a jamais été sur Paris-Roubaix, mais ce sont des courses usantes où il faut de la force, il faut de la résistance. Vous n'avez pas besoin de cette explosivité. Il n'y a pas les hauts cols, on n'est pas à 2000 mètres, voire plus. Donc bien évidemment que dans peut-être son ADN premier, c'est ce qui lui conviendrait le mieux. Mais on en a tellement depuis longtemps fait le successeur d'Eddy Merckx ou de Lucien Van Impe, tout le monde attend ça. Depuis tellement longtemps, oui. on n'en voyait pas d'autres noms. Normal. Donc dans l'opinion publique, dans sa stratégie de son ancienne équipe ou de celle de maintenant, ben oui, s'il y a un Belge qui peut éventuellement gagner, avoir un successeur, c'est Remco Evenepoel. Donc c'est pas facile de faire à un moment donné le déclic, de passer en disant oui, je vais peut-être retourner dans ce qui me convenait le mieux. Souvenez-vous ses débuts, Classica San Sébastien, gagner les 2 doigts dans le nez sans respirer finalement. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, c'est clair, mais on peut s'attendre, hein, c'est clair, à un super Tour de France de Remco Evenepoel. Et s'il termine 5e, 6e, 17e avec 3 victoires d'étape, ce sera magnifique et on prendra du plaisir avec Remco Evenepoel. D'ailleurs, je parle de victoire d'étape. Je vous propose de passer sur un autre petit sujet. Et d'ailleurs, il faudra aller checker nos confrères de Vélo News qui vont réaliser aussi un article où on va essayer de jouer un petit peu, de savoir combien de Belges vont aller chercher des victoires d'étape. Il y en avait 6 l'année dernière. Cette année, avec les nombreux sprints, même s'il n'y en a pas tant que cela, qui sont présents, mais en tout cas, on a de grandes chances au sprint avec évidemment Merlier, Philipsen. On a du Remco Evenepoel, on a des attaquants, Van Aert Veld, Maxi Van Gils. Il n'y a pas Wout van Aert pour aller gagner sur les Champs-Élysées après la butte Montmartre, mais on va faire un petit tour de table. Tom Paco, cette année, combien de victoires belges? 6, ça me paraît bien aussi. Plus, ça m'étonnerait vu... Qui alors? Quel scénario tu vois? Les sprints, ce sera soit Merlier, soit Philipsen pour moi. Et si tu dois choisir entre les deux? Intrinsèquement, Merlier est pour moi plus rapide que Philipsen, qui s'est un peu plus concentré sur son travail d'homme endurant sur des classiques, tandis que Tim s'est vraiment lui focalisé sur de 1, sa revalidation, et de 2, travailler son sprint, et on l'a vu, il est directement revenu au premier plan. Donc pour moi, Tim sera vraiment l'homme à suivre sur les sprints. La surprise de Lee, espérons-le tous, mais ce sera une surprise en tout cas, s'il s'impose sur le Tour de France, mais une belle. Ouais, ce serait une belle surprise. 6 victoires donc pour Tom Paco, qui est quand même très, très, très optimiste. C'est bien. On verra ce qui se passera évidemment dans quelques jours avec les premières étapes, Fred, pour participer aussi au petit jeu. Moi, je dirais que même si on n'a pas Wout van Aert, Ouais. qui est monsieur victoire depuis des années sur les routes du Tour de France, ambitionnait la même chose, 6 victoires. C'est comme l'an dernier, c'est certainement pas un truc de folie. On annonce plus ou moins 5 à 6 arrivées au sprint. Et je dirais que les Belges ont certainement une opportunité d'en gagner quasiment la moitié. J'ai parié 3 victoires pour nos sprinters. Et je dirais qu'après, avec les attaquants, les rouleurs, entre un Remco, un Van Gils, un Van Aert Veld qui sera là, il y a des opportunités, certainement, sur différents tableaux. Même un Neutebrooks qui sera là en tant que leader au sein de la Movistar, Premier mais qui, Tour pour de moi, France. ne doit peut-être pas se mettre une pression énorme pour aller chercher une place anonyme quand on parle de la qualité présente cette année sur le Tour. 8e, 10e, 12e. C'est beau de finir les 10 premiers. S'il n'y a pas plus d'intérêt d'essayer d'aller chercher là aussi une victoire d'étape. Donc oui, 6 victoires, je crois que ce serait pour la Belgique quelque chose de très très bien, mais normal au vu de notre potentiel. Monsieur Gérard Bulens, la sagesse. Je dis 7. Oh, la sagesse qui met encore une victoire en plus dans le paquet. 7, 3 au sprint, 3 pour Remco Evenepoel. Oh. Sur lesquels alors, Gérard? La première tout d'abord. La première, donc c'est lui qui passe en tête et qui porte le jaune. Oui, et je pense que ce maillot-là, ils peuvent le défendre pendant une semaine, ce qui pour la Belgique est quand même quelque chose de remarquable. Et au-delà de ça, dans la 2e et la 3e semaine, quand le classement va se décanter, si il n'est plus dans le coup pour le podium, je lui laisserai en tant que directeur sportif ou que manager rouler pour des victoires d'étape, qui est quand même un élément très important et très porteur au niveau commercial pour une équipe. Et puis une petite victoire pour un gars qu'on découvre, mais qui, s'il reste dans la même direction, va aller loin. C'est le petit Vlad Van Mechelen. Au terme d'une belle échappée alors. Exactement.
C'est pas mal, ça fait un tiers des victoires pour la Belgique. C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que, par exemple, par rapport à ce que Gérard vient d'expliquer, un Remco Evenepoel, il faudrait être fixé assez vite, finalement, sur ses capacités à pouvoir suivre dans la haute montagne. La 6e étape propose déjà un parcours quand même globalement alléchant. C'est à ce moment-là qu'on pourra comprendre si, oui ou non, il prendra des risques dans les jours à venir. Et à partir de ce moment-là, on pourra envisager pas mal de victoires d'étapes, c'est clair, pour lui. Bon, au niveau des sprints, on l'a dit, Merlier, Philipsen, on a de la qualité, Meus aussi, qui n'est pas présent. C'est dommage dans cette formation Red Bull, mais c'est un choix, on a bien compris. Je voudrais revenir sur Maxime Van Gils. C'est pareil que Remco Evenepoel. Pour pouvoir aller chercher une victoire, il faut quand même un scénario où les deux leaders sont un petit peu en méforme et qu'on laisse un petit peu les clés, je vais dire, aux coureurs d'agir un petit peu en mode outsider, non ? Mais je ne pense pas que ce soit la formation Red Bull Bora qui, dans la 2e ou la 3e semaine, devra rouler. Prendre la direction de dire c'est nous qui allons accélérer le rythme pour mettre en difficulté des coureurs qui, sur le papier, pour le général, sont quand même plus favoris. Ouais, globalement, on va peut-être essayer de l'envoyer un peu en éclaireur. Finalement, c'est ce qu'il a fait avant d'être super équipier pour terminer le Rhône-Alpes. C'était aussi aller dans un coup, aller chercher son étape. Donc, il est dans une très bonne forme, rentré de sa fracture du bassin ou clavicule, je ne sais plus, excusez-moi, en début de saison. Mais oui, il a certainement, lui aussi, le potentiel, le niveau pour aller claquer une étape dans cette formation. Pas mal les gars, c'est vrai qu'on pourra en parler des heures de ce Tour de France. On a parlé de nos Belges, on a parlé des grands favoris. Évidemment, on va vibrer tout au long de ce mois de juillet avec nos Belges qui vont être là. On va vibrer dans quelques instants. C'est bientôt la fin de l'émission et je vous propose le grand retour du quiz. Alors pourquoi je refais un quiz ? Parce que Julien Gilbert n'est pas présent, messieurs, et que j'ai l'impression qu'on va avoir un vrai match. C'est notre Tadej Pogacar finalement. Bah ouais, lui il est injouable. Voilà. Il est injouable, mais avec Tom, avec Frédéric, avec Gérard, on a évidemment des personnes qui s'y connaissent, qui ont des références et qui, je pense, vont pouvoir nous proposer un bon match. On va commencer avec 4 questions pour se qualifier en finale. Il n'y aura que 2 participants à l'occasion de la finale. 2 réponses, donc, pour pouvoir avoir son ticket, 2 bonnes réponses pour pouvoir avoir son ticket en finale, sauf si, évidemment... non, ce que je vais faire, c'est qu'à partir du moment où on a 2 bonnes réponses, on est qualifié et les autres s'affrontent. On va la faire comme ça, et puis on aura une finale où là, je vous promets quand même du très très lourd, mesdames et messieurs. On est sur Pix Plus Sport, ça va être très lourd tout cet été, donc il n'y a pas de problème. Pas facile pour moi. L'expérience et le petit jeune qui vient de quitter le peloton, donc je suis quand même entre les deux. On a vécu un championnat de Belgique qu'on a appelé Kermesse. Je t'attends en tant que bon coureur de Kermesse, un petit peu roublard. C'est des questions de Kermesse, ça va. Très roublard. Ouais. Allez, un lien avec les favoris, avec ce Tour de France. C'est à la rapidité. J'attends de vous d'être assez bon, assez vif. Si Pogacar gagne, il va signer son 5e Tour de France. Il rejoindrait alors un club de 4 légendes. Pouvez-vous me les citer ? Eddy Merckx. Il est parti, Gérard Bullens a pris la main. Eddy Merckx. Il faut les citer. Les 5. Hinault, oui. Donc il y aurait Pogacar, Merckx, Hinault. Mais normalement, tu ne peux pas participer. Il en reste 2, en fait. Exactement. De toute façon, je ne l'avais pas. Un Français. Je vais donner des indices tout au long du jeu quand même. Bernard Hinault. Encore un autre. Et Indurain. Et on a cité Anquetil ? Non. Et... Comment on s'arrange là à partir de ce moment-ci ? Déjà, on n'avait même pas le buzzer. Tu vois la petite il est là, le buzzer en plus. Le trophée est là, le buzzer est là. C'est ça. Écoute, pas de souci. Bon, on attribue un point. C'est quand même Gérard qui s'est lancé en premier. Il s'est lancé, donc c'est lui qui vient réactivité, la réactivité est récompensée. Merci. Toujours la priorité aux attaquants, voilà. Ça c'est clair. Même version, version maillot vert. Un seul homme a remporté le maillot vert du Tour de France à cette reprise. Vous le connaissez tous, Peter Sagan, mais c'était pas la question. C'était pas la question. Il avait dépassé qui ? Eric Zabel. Exactement. Eric Zabel avec 6 victoires donc du maillot vert pour Eric Zabel. On avait derrière Sean Kelly, Jan Janssen, Eddy Merckx, Freddy Martens avec 3 victoires du maillot vert chacun. 1-1. Attention, on a une première qualification qui va tomber d'ici quelques instants avec
le passé belge qui est glorieux en matière de vainqueur du Tour. Citez-moi les coureurs belges qui ont remporté le Tour de France. Lucien Combien vous en Van visez? Impe. C'est parti avec Lucien Van Impe, Eddy Merckx. Eddy Merckx. Il va encore prendre la main. Ah, mais Il a pris la main. à partir du moment où on revient déjà que le dernier, c'est en 76, Ouais, c'est dur, hein. c'est y logique a que un pour petit Tom, avantage pour moi, Gérard, je- c'est ça. 50 ans. Il y a un petit avantage pour Gérard, c'est ça? Oui. Puis, il faut retourner en arrière encore. Bon, je vais donner les plus anciens. Romain Maas, Oui. Silvermans aussi, Silvermans, et ouais. Firmin Lambeau. Et je pense qu'il y en avait encore un qui a été chercher 3 Tours de France. Philippe Theiss. Ah oui, oui. On donne le point quand même à Je Gérard n'étais pour pas avoir né, pris hein. la main? Je n'étais pas Ah non, né. mais vous voyez que... dans bon, tous les cas, on Et- n'aurait pas donné plus Non, que non, 2. non. j'aimerais quand même rendre à César ce qu'il faut rendre à César. Mathieu Istas estime, selon lui, que peu importe la date de naissance, on doit tous être calés en matière d'histoire. hein. Ce n'est pas une excuse, Tom Paco. Gérard Moi, je pensais qualifié. le cacher. Mais je ne savais pas non plus. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il a dit rendre à César. Il aurait pu dire rendre à Gérard. Voilà. Ah ben, voilà, on va rendre à Gérard ce qu'il faut rendre à Gérard. Et en l'occurrence, c'est un point supplémentaire pour Gérard Bulens. Gérard qualifié. Qualifié. Dernière question pour qualifier. Et là, ça devrait vous plaire parce Ouais. qu'on est dans du plus récent. Attention, parce que là, ça va vraiment être à la rapidité. hein. On va retourner à l'Alpe d'Huez cette année. 2 ascensions, c'est historique. Mais qui est le dernier vainqueur autour à l'Alpe d'Huez? Tom Pidcock. Ah, bien joué. Je l'avais pas. C'est parce que j'y étais. Bien joué, quand même. Ah, c'est vrai? Ah ouais, bah voilà. Il l'a vécu sur place avec, si je me trompe Deuxième pas. Menkes. Ouais, Menkes. Ouais, Louis Menkes. Une qui avait été échappée au cherché, long ouais. cours avec un Pidcock qui était revenu dans la descente où on a encore des images d'une vitesse extrême avant d'aller au pied de l'Alpe d'Huez. Bon, on continue avec cette belle finale. C'est la grande finale. hein. Prends une fois ici le petit poète-poète, Tom. J'aimerais bien que tu lances cette finale avec un coup de poète-poète. Voilà. Tu vois. Pas trop près du micro. hein. Et c'est toi qui donne le go, quoi. Et après, j'explique le jeu. Je fais Rodania, quoi. Ouais, tu peux faire Rodania si Ok. tu veux. Vas-y. Rodania. Ouais, c'était pas mal. Il y avait quelque chose. Alors, par rapport à ce jeu, messieurs, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Les 20 dernières éditions du Tour de France, on se base que sur cela, donc depuis 2006 jusqu'à 2025. Ce sont 16 coureurs différents qui ont gagné l'étape d'ouverture et porté donc le premier maillot jaune. Ça veut dire qu'il y en a certains qui l'ont fait à plusieurs reprises, d'accord ? Vous allez, dans un premier temps, me citer un nombre, le plus de coureurs que vous pensez être capable de citer. Et vous avez 3 surenchères. Gérard Bulens, qui a été quand même, je trouve, assez impressionnant, va pouvoir commencer. Donc, on a 16 coureurs différents qui ont gagné ce maillot jaune lors d'une étape d'ouverture. Combien penses-tu être capable de m'en citer, Gérard? Tu peux démarrer petit bras, hein? Oui, bien, aucun. Bon, oh non, 0. Bon, non, c'est tactique. Hein, c'est tactique en fait. Ok, donc tu donnes la main à Ouais, Frédéric, ouais, en fait. absolument. Très bien. Oh, je ne vais pas dire. Je sais pas, 3. Bah, les gars, vous pouvez quand même. Non, pas non, plus mais que ça- ça. Mais moi, je l'avais. On est avec de la qualité, là, Ouais. quand même. Garde un. Ouais, et je l'avais. Il n'a pas donné une réponse. Ouais, c'est ça, t'es pas qualifié, toi. Allez, 3. Ok, 3, on accepte, mais bon, il faut aller au-dessus. Il y a 3 surenchères, donc là, on a passé un tour. Tu as dit 16. Hein. Ouais, il y en a Ouais. 16 différents. Je pense que vous pouvez aller me chercher plus Certainement, que 3 autant, maillots mais- jaunes. Hein. Même si vous les avez pas tout de suite, Ah non, mais- peut-être qu'ils vont Ouais, mais venir ça une va fois que durer vous trop répondez. longtemps sinon. Tu vois. Gérard, Il y a un laps de temps aussi à pouvoir. un les chiffre éliminer. supplémentaire de 3. Allez, un petit peu de... Comment on dit en espagnol? Corones? Allez, 4, mais. Bon, allez 4. Ok, 4. Non, moi je laisse toujours la main, Gérard. Non, mais c'est 3 surenchères, donc 4. Non, Si tu penses en avoir plus. non mais je laisse 4. Il tente 4 alors. Ouais, c'est ça très veut bien. dire qu'il y a 4, tu le laisses gagner alors. Oui, hein. et S'il a les 4, ok, d'accord, très bien. Allons-y alors, Gérard. Le premier jour. Voilà, en gros, c'est les vainqueurs de première étape. Les sur les... vainqueurs de première étape. Alors, Gérard, Je voulais parler d'Yves Lampart. très bien. On Hein, en fait un. celui de l'année dernière. Malheureux, tombé. J'ai pas fait la première étape l'année dernière. Non, mais franchement, j'ai dit 4 pour faire plaisir, mais je vais pas chercher. Je Allez, laisse la Fred, main à tu Fred. peux L'an dernier, surenchérir. Philipsen.
Ok, Philipsen. Yates, il y a 2 ans. Yates, il y a 2 ans, effectivement. Et parce que mais c'était peut-être pas la première étape. Je me trompe peut-être. Hein. Est-ce que Philippe Gilbert n'avait pas gagné la première étape au Mont des Alouettes 2011, hein, voilà. Premier maillot jaune, Philippe Gilbert. Tom, t'as pas envie de nous montrer, te rattraper finalement, essaie de nous en citer des maillots jaunes comme ça de première étape, tu sais? Cancellara. Voilà, Cancellara, c'était lui qui est notamment est venu chercher à 4 reprises sur les 20 dernières années le maillot jaune à l'occasion d'une épreuve d'ouverture. Hein. C'est lui le recordman par rapport à cela. Donc il a gagné en fait. Bah, malheureusement, je ne sais pas à qui je vais décerner le titre. Le titre sera pour Frédéric Amorizon, malheureusement. Sans jouer, tu vois, c'est comme ça. Je comprends, la roublardise, c'est ça. T'en as d'autres? Alaphilippe. Alaphilippe, par exemple, effectivement. Kittel. On a du Marcel Kittel 2 fois. Oui. C'est dommage que tu n'avais pas cette finale. Dommage, ouais. C'est dommage. Je travaillerai mon cours d'histoire. Ouais, il y avait du Gaviria, du Tennyson à Bruxelles. Le jour où Van Aert était tombé, on avait eu effectivement du Romain Bardet, cette édition assez folle, il y a 2 ans, où il part avec Frank Van Den Broek. Bon, voilà les gars, je m'attendais quand même à un petit peu plus de... Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Frédéric Amorizon, gagné, malgré gagné, tout. Hein. Ouais, on ne retiendra pas combien de réponses on a eu donné. Le but, c'est d'être maillot jaune à la fin. Exactement. N'hésitez pas en tout cas à jouer, bien sûr, et à nous proposer dans les commentaires sur la vidéo YouTube votre score. Certains que vous aurez été un petit peu meilleurs, mais c'est pas grave, vous avez été très bons pendant l'intégralité de l'émission. Et évidemment, il ne reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous un superbe été sportif. On rappelle les dates par rapport à toutes ces belles courses qui vont être diffusées sur les antennes de Pix Plus Sport. Ça commence avec le Tour d'Autriche du 8 au 12 juillet avec Gérard Bullens. En plein Tour de France, on sera là pour commenter cette belle course qui propose toujours un programme assez alléchant. On aura du Baloise Belgian Tour avec du 15 au 19 Frédéric Amorizon qui sera présent pour commenter le Tour de Belgique féminin, le Tour de Burgos avec la Cabeza de Carrera. C'était devenu un véritable classique. Et puis, on continuera avec tout le mois d'août. Messieurs, c'était un plaisir de vivre ce petit moment avec vous. Plaisir partagé. Fred, à très vite. Et bonnes vacances. Gérard, nous, on se retrouve donc en Autriche. En Autriche. Comment on dit Je ne sais pas. On reste en Espagne alors. Oui. Tu auras de la poche Trudel. Voilà. Allez, on reste en Espagne. Rendez-vous à Barcelone pour le grand départ du Tour de France. Adios.